à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à ce thème qui passionne, l'innovation et les nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous vous emmènerons à découvrir les machines les plus révolutionnaires avec les analyses d'experts chinois, africains et européens. Bref, une émission haute en couleurs. Et pour commencer, je vous propose de me suivre dans la ville de Shenzhen, ville symbolique de l'innovation technologique en Chine. 我觉得我们做了10年冷板凳，到现在迭代了估计差不多100次都有了。 Bonjour, aujourd'hui je me trouve à Shenzhen et je vous invite à découvrir une invention particulière. Une vidéo montrant des touristes équipés d'exosquelettes qui grimpent sans effort les montagnes de Tai en Chine est devenue virale sur Internet. Et aujourd'hui, je vous invite justement à découvrir ces appareils extraordinaires. Ah, 它的原理呢，其实也，简单来讲就是说，通过传感系统去捕捉人体的一个运动意图。然后给你开一下机，好吧？好。Ah. 对，它会闪烁。Je vais maintenant sentir le pouvoir qu'il me donne. C'est vraiment, ouais. Ouais, ça sent plus léger en fait. 它其实就是模拟人体抬腿压腿。那么你只要是有这个动作，只要是需要去走路用到双腿的地方，它其实都会给到你助力。 En optant pour ce produit, nous avons pris en compte le vieillissement de la population, qui est une tendance forte. Notre choix a été guidé par cette réalité. L'amélioration du corps et l'optimisation de la condition humaine représentent une demande constante et intrinsèque. À l'étranger, ils conçoivent ce genre de produit depuis longtemps. Mais je pense qu'il y a une différence de concept et de compréhension. En général, les produits qu'ils fabriquent ressemblent à ceux que vous voyez derrière moi. Nous avons également développé ce type de produit il y a quelques années. Aujourd'hui, nous utilisons maintenant une approche beaucoup plus subtile. Cela signifie que l'appareil est conçu pour fournir une assistance au moment précis où l'utilisateur en a le plus besoin. Il est à la fois compact, intelligent, léger et abordable. Voilà en quoi a consisté notre changement d'approche. Si on les compare avec les produits étrangers, nos produits sont beaucoup plus légers, compacts et abordables. Alors que leur prix s'élève à plusieurs milliers de dollars, les nôtres se situent dans une fourchette de quelques milliers de yuan. Et maintenant, avec l'essor de l'IA en Chine, je pense que nous serons capables de rivaliser avec n'importe quel autre pays. Nous avons la capacité d'intégrer l'IA dans notre produit, donc avec le soutien de l'IA, je pense que ce produit va être en mesure de toucher le grand public. Voilà, dans le deuxième reportage, j'ai passé une journée avec entre guillemets, les taxis du ciel. Et comme vous le savez, Shenzhen est le berceau de l'économie de basse altitude. Et maintenant, je vais vous amener dans une société qui est le pionnier mondial dans ce secteur. Suivez-moi. Bonjour, madame. Nous sommes ravis de vous accueillir chez Smart Drone. Notre entreprise a été fondée en 2014. Cela fait exactement 11 ans cette année. Shenzhen Smart Drone est un petit gérant national spécialisé, expert, unique et novateur, ainsi qu'une entreprise nationale de haute technologie. Nos activités se répartissent en deux secteurs, les drones industriels traditionnels et les VTOL pilotés. Dans le domaine des VTOL, nous sommes fiers de vous présenter notre produit phare, un VTOL en forme de soucoupe. Venez le découvrir de plus près. Notre modèle d'VTOL en forme de soucoupe est le tout premier aéronef habité de ce type au monde, doté d'une structure innovante à 6 axes et 12 rotors, avec un diamètre de 5 mètres. Ce produit a été conçu dès le départ pour le tourisme culturel et pour permettre aux passagers de profiter de visites panoramiques à basse altitude. Grâce à son design unique, qui rappelle un ovni, il est facilement identifiable et attire de nombreux visiteurs. Son apparence est attrayante mais sa conception offre aussi de nombreux avantages pratiques. Par exemple, sa forme de soucoupe permet de dissimuler les hélices, ce qui renforce la sécurité pour les personnes à proximité. De plus, la coque de la soucoupe peut générer au moins 3 tonnes de flottabilité à la surface de l'eau. En cas d'urgence, l'engin peut amérir de manière sécurisée et rester à flot pendant 15 à 20 minutes, laissant ainsi suffisamment de temps avant l'arrivée des secours. Au fil du temps, les possibilités d'application de nos drones industriels se sont considérablement élargies, couvrant des domaines variés tels que le transport logistique, les interventions d'urgence, la surveillance aérienne, la lutte contre les incendies de forêt,
la protection de l'environnement et l'inspection des pipelines, etc. Pour chacune de ces scénarios, nous avons développé des plateformes de vol adaptées aux exigences spécifiques de chaque mission. Shenzhen s'investit pleinement dans l'économie de basse altitude et ambitionne de devenir la capitale mondiale des drones. Que ce soit pour les eVTOL ou les drones industriels, il est possible de se procurer tous les composants nécessaires sans quitter la ville. La chaîne de production y est à la fois complète et parfaitement mature. Alors, j'ai quand même passé des journées intéressantes à Shenzhen et j'aimerais bien demander aux deux experts quels sont vos commentaires sur ces reportages, étant donné que vous avez travaillé dans ce genre de domaine depuis très longtemps. Je vais commencer par Elva. Bonjour à tous. Je voulais vous remercier tout d'abord pour l'opportunité d'être présent à ce plateau. Je ne veux pas dire que je suis vraiment impressionné par les technologies parce que j'ai habité en Chine pendant, on va dire, 8 ans. J'ai côtoyé plusieurs types de ces technologies, mais pour le contexte africain, on va dire que c'est vraiment des technologies qui peuvent améliorer notre société actuelle. Ici en Afrique. Surtout les technologies comme les taxis aériens et les exosquelettons. Par exemple, ici, on manque beaucoup d'infrastructures routières. Alors, on peut utiliser des taxis pour transporter des médecines, des produits de construction, etc. Et en termes d'exosquelettons, je pense que ça va être utilisé dans une future proche en Chine et aussi en Afrique. Parce qu'actuellement, on a plusieurs personnes qui sont en train de devenir de plus en plus âgées et qui travaillent dans le secteur de la construction et aussi de l'agricole. Alors, ils vont utiliser ces types de technologies pour pouvoir être plus productifs dans leur société. Et je peux dire aussi que maintenant, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont vraiment intéressés dans ces types de travail. Alors, il y aura de plus en plus de personnes âgées dans ce secteur. Et ces types de technologies ils peuvent utiliser pour améliorer leur productivité, etc. et nous rendre plus capables dans le futur. Alors, on va ensuite écouter les avis des journalistes africains. Nous allons commencer par Tricia Moussansi, journaliste congolaise, qui a bien voulu commenter nos reportages et poser sa question. Je pose ma question aux experts pour comprendre est-ce que ces innovations vont s'arrêter seulement à Shenzhen ou elles vont se répandre dans toute la Chine et pourquoi pas venir en Afrique et en RDC particulièrement. Oui, je pense que pour cet avion électrique eVTOL, le marché africain est important parce que l'Afrique, avec son histoire, a manqué d'infrastructures comme la Chine ou comme d'autres pays développés. Et donc, un avion électrique doit être un très bon choix pour ce marché. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a des pionniers dans ce domaine américains et qui ont travaillé déjà pendant quelques années en Afrique et qui transportent des médicaments, des colis pour les endroits assez lointains. Et donc, en revenant du sujet, forcément l'Afrique est l'un des champs qu'on vise beaucoup. On espère aussi un jour qu'on puisse être là pour faire voler notre avion. Et après, ce que aussi j'ai envie de dire, c'est que, comme tout à l'heure Elvin a dit, là-bas, avec Huawei, les Chinois, on a beaucoup déjà avancé sur les infrastructures numérisées. Et donc, pour cet avion électrique, les drones logistiques, les seules infrastructures qu'on a besoin, c'est celui-là en infrastructure numérique. Comme on a déjà, ça facilite beaucoup notre travail après. En fait, je pense pour la nouvelle technologie, ça peut être directement transféré en Afrique, n'est-ce pas, Elvin? C'est ça ce que j'ai compris. Est-ce que... Oui, actuellement, ça peut être directement transféré en Afrique. Bien sûr, la collaboration entre deux différentes compagnies, il y a plusieurs étapes à suivre. C'est-à-dire, par exemple, on doit créer une collaboration entre les compagnies chinoises et des compagnies africaines. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est de trouver des investisseurs qui sont vraiment
intéressés à investir dans ces types de compagnies afin de pouvoir intégrer ces types de technologies. Et il faut savoir que ça prend du temps aussi pour pouvoir avoir du profit, parce que le but d'une compagnie, c'est de créer du profit et d'être profitable. Alors, il faut être patient. Tout d'abord, il faut trouver des investisseurs financiers qui sont vraiment patients pour investir dans des compagnies nouvelles afin qu'on puisse développer ces types de technologies. C'est ça. Alors, on a un autre entrepreneur de Guinée équatoriale qui a bien voulu aussi donner son avis sur cette problématique. Regardons ensemble. Le développement technologique de la Chine est impressionnant. En l'espace de quelques décennies, le pays est passé d'un statut de simple fabricant à celui d'un acteur, d'un leader global dans des domaines comme la 5G, l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables. Aujourd'hui, des entreprises comme Huawei, comme Alibaba sont des références mondiales. La Chine investit massivement dans des structures numériques, pas seulement chez elle, mais aussi à l'international. Pour l'Afrique, cette dynamique ouvre nombreuses opportunités et la Chine est déjà un partenaire un partenaire qui est là sur le continent avec des investissements dans des secteurs comme la télécommunication, les plateformes numériques, les smart cities. Mais pour que cette coopération soit vraiment bénéfique, il doit pas se limiter au transfert de technologie. Il est essentiel que les pays africains investissent sur leurs propres capacités, en renforçant déjà les compétences locales, en encourageant l'innovation. L'avenir de cette coopération sino-africaine doit compter sur nos capacités d'aller au-delà d'une relation juste commerciale, où l'Afrique n'est pas vue juste comme un marché, mais comme un acteur aussi global d'innovation. Et voilà la partie réalisée en Chine. Et pour compléter le tableau, je vous propose de regarder cette émission réalisée par BFM Business en France, à laquelle j'ai participé comme invité. Vous pourrez ainsi élargir encore vos connaissances sur ce sujet. Nous nous intéressons aujourd'hui aux robots et aux innovations. Quel avenir aussi pour la coopération entre la Chine et l'Europe? Je vous présente nos invités à Paris. Tout d'abord, Stéphane Bobo, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et PDG de Innovate. Alex Wang, bonjour. Bonjour. Directeur général de Noosphère Culture et Technologie. À Pékin, on va retrouver, j'ai le plaisir de retrouver ma consoeur de CGTN, Ma Jiaying. Bonjour, Jiaying. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi en duplex avec Ding Yifan, économiste, chercheur principal à l'Institut Taille, un think tank de haut niveau basé à Pékin. Bonjour à tous les quatre. Ding Yifan, en Chine, quels sont les secteurs d'innovation les plus avancés? Vous pourriez nous donner des exemples et des chiffres, par exemple? En fait, en Chine, on est en train de développer des applications liées plus ou moins à l'intelligence artificielle. Vous avez parlé des robots. Des robots humanoïdes, des robots industriels, chiens, etc., etc. Tout cela serait muni d'un logiciel. Donc, le logiciel serait beaucoup plus intelligent avec l'assistance de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, en Chine, j'ai visité à Shenzhen une entreprise qui fabrique des robots humanoïdes. Et là, ils utilisent ces robots sous forme humaine pour toutes sortes de travaux réels.
avant, sur la chaîne de production automobile, et la plupart de la production sont assurées par des robots industriels, donc par des bras, par des soudeurs qui sont une espèce de robots industriels. Mais à la fin, avant que les voitures sortent de la chaîne de production, il faut des ouvriers qui entrent dans la voiture pour vérifier si tout est correct, etc. Maintenant, dans certaines entreprises en Chine, on utilise des robots humanoïdes pour remplacer les êtres humains, pour vérifier en dernière étape tout était correct. La voiture a été bien fournie, tout pourrait marcher normalement, y compris les tableaux de bord, etc., etc. Tout cela pourrait aujourd'hui vérifier par un robot. Dans le domaine de l'innovation technologique, c'est dans le domaine de l'électricité munie par l'énergie renouvelable qui a remporté le plus de succès en Chine. Depuis ces 4 ou 5 dernières années, la Chine s'est dotée d'une capacité telle que maintenant les Anglais, en particulier le Financial Times ou The Economist, ils disent que la Chine est en train de devenir une superpuissance d'électricité. On va en parler justement du durable. D'électricité, et ça, surtout à base de l'énergie renouvelable. On va en parler dans un instant, effectivement. Jia-Ying, oui. L'innovation, c'est vaste. Quelles sont les particularités de l'innovation en Chine, selon vous ? Je vais illustrer avec mon expérience personnelle pour être simple. Je suis allée dans la ville de Shenzhen qui a été la première zone économique spéciale au début de l'ouverture de la Chine. Et aujourd'hui, la ville s'est transformée vraiment dans une ville d'innovation. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à observer. Quand vous êtes dans la ville, vous pouvez voir les parcs d'innovation un peu partout, dans les entreprises qui ont des surfaces, qui ont des personnels tout à fait sobres, mais qui sont en train de faire vraiment des innovations les plus pionniers. Et puis, vous sortez, vous allez voir les robots qui nettoient la rue, vous allez voir les petits drones qui délivrent votre commande sur Internet. Vous allez voir les défilés de robots et les performances des drones comme des feux d'artifice dans le ciel très régulièrement pour les citadins. Donc vraiment, c'est comme si vous vivez dans un Vivatech en dimension de ville. Je trouve ça, c'est quelque chose de très intéressant à observer, ce noyau d'innovation dont l'énergie se répand un peu en Chine, dans les autres parties de la Chine, comme le rôle que Shenzhen a joué comme le premier zone économique spéciale. Je trouve ça, c'est intéressant. Un Vivatech à l'échelle d'une ville, effectivement, c'est assez impressionnant. C'est pas ajouté, donc on peut même rencontrer les robots dans l'hôtel. Dans l'hôtel. Qui fait la livraison oui, ça fait tout. Voilà. Ça fait tout. Ouais. Alors, voilà pour ce panorama de... Oui. Ouais. Vous allez recevoir un coup de fil dans votre chambre et vous ouvrez la porte et puis c'est un robot là qui vous délivre de l'eau en fait. C'est impressionnant. Ouais. C'est le room service. Alors voilà pour ce panorama de l'innovation des deux côtés de la planète. Allons un peu plus loin maintenant pour voir comment la coopération sur les nouvelles technologies se met en place entre la Chine et l'Europe. Stéphane Bobo, vous avez un partenariat avec le chinois Unitree Robotics. C'est une référence mondiale en termes pour les humanoïdes. Vous en êtes le master distributeur en France, c'est-à-dire ? Oui, tout à fait. On a bâti ce partenariat stratégique avec le groupe Unitree Robotics afin de développer ces coopérations entre du hardware, où il y a une expertise extrêmement forte en Chine sur ces robots. On a pu voir leur capacité technologique, mais également coopérer sur tout l'aspect logiciel, IA, parce qu'il faut savoir qu'en France, on a un écosystème de spécialistes, on a d'excellents ingénieurs en logiciel, en IA, et donc l'idée, c'est de créer ces ponts, de créer ces coopérations, et c'est pour ça qu'il faut être ouvert à créer de la valeur entre nos pays, entre nos sociétés, de la valeur technologique qui vont apporter des vrais bénéfices à nos entreprises. Alors Jia-Ying, on a parlé d'innovation, on a parlé d'argent, de coopération, mais la coopération, c'est aussi de l'humain, notamment entre jeunes Chinois et Français.
Oui, je trouve que vous avez mentionné un point très important qui ne sont pas souvent mentionnés en fait. Quand on parle de coopération, on parle souvent de grands projets qui incluent beaucoup d'argent. Mais en fait, ce que j'observe, c'est que, par exemple, je connais un jeune Chinois qui a fait des études en France. Il a fait des études à Sciences Po, en fait, qui n'a rien à voir avec les technologies. Mais il est revenu en Chine pour être entrepreneur dans le domaine de l'aviation civile. Et il a eu beaucoup de succès parce que quand je le vois, je constate qu'il a quand même appris et acquérir une certaine capacité de penser à la française, un esprit cartésien, quoi. Ce qui le diffère des autres entrepreneurs. Donc, c'est vraiment très intéressant. En plus, je connais aussi des Français qui sont venus ici entreprendre en Chine. Il faut dire que l'expérience d'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus facile à acquérir en Chine qu'en France. Et eux, ils ont eu les réseaux. Ils ont acquis les compétences clés. Et donc, quand ils sont rentrés en France, ça aide beaucoup dans leur carrière. Donc, je pense que la coopération, ce n'est pas seulement les grands projets, mais aussi l'enrichissement de l'esprit que l'un peut apporter à l'autre. C'est très bien d'apporter cette touche humaine et cartésienne donc pour les Français. Alors, dernière partie de cette émission, évidemment, je voudrais qu'on se projette vers le futur. Quel avenir pour la tech française, la tech européenne, la tech chinoise? Stéphane Bobo, la prochaine étape, vous nous dites que c'est la robotique intelligente. Ça veut dire quoi? Alors, en effet, on rentre dans cette nouvelle ère de la robotique intelligente. Alors, on appelle aussi ça le physique AI. Hein. C'est comment, en fait, l'IA va avoir une représentation physique aussi par ces robots. Et la prospective, ce que l'on voit, c'est que ces robots vont être progressivement dans une capacité d'autoprogrammation. Et donc, à horizon 5-10 ans, on pourra avoir des robots qui vont sortir, je dirais, en capacité de se programmer directement avec l'être humain. C'est-à-dire, un exemple concret. Et donc, d'apprendre, en fait, comme vous allez pouvoir le faire avec un enfant, vous allez lui apprendre à se tenir, à faire certaines choses, à faire du vélo, voilà, et ainsi de suite. Demain, dans le futur, ces robots seront en capacité d'apprendre par eux-mêmes. Et donc, on va leur doter de plateformes qui seront capables de répliquer certains mouvements sans avoir besoin de programmer tous les éléments. Et ce robot sera doté demain de capteurs d'apprentissage grâce à l'IA qui va permettre de les rendre de plus en plus intelligents. Mais pour les hôpitaux, les maisons de retraite, par exemple, il peut y avoir des applications concrètes, là? Oui, tout à fait. On travaille déjà avec un certain nombre de centres de recherche, du CNRS et autres, qui sont en train justement de travailler sur ces toute dernière génération de robots humanoïdes, le G1, et entre autres d'avoir des applications dans le domaine hospitalier auprès d'enfants autistes, par exemple, ou de personnes âgées pour les accompagner, pour les aider aussi dans leurs déplacements. Et donc, on va avoir de plus en plus, justement, dans du personnel accompagnant, parce qu'on sait que c'est aussi des métiers difficiles où il y a aussi des pénuries, où il y a besoin en fait de support pour les personnes âgées. Et demain, on imagine que ces robots auront aussi leur place dans ces centres. Ding Yifan, on ne peut pas penser les nouvelles technologies sans bien sûr parler du durable, du développement durable, du respect de la planète. Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus? Oh, là-dessus, oui, il faut y faire encore un effort. Parce que, en fait, on avait un agenda de développement millénaire. On avait les Nations Unies avaient fixé des objectifs sur le développement durable, sur le développement humain, mais malheureusement, avec le conflit de géopolitique dans le monde, etc., beaucoup d'objectifs ont été repoussés. Et tout dernièrement, les Nations Unies ont essayé de faire le bilan du progrès dans le domaine du développement, dans tous les domaines, dans le domaine de développement durable, etc. Malheureusement, beaucoup de pays manquent à leurs objectifs qu'ils avaient fixés il y avait longtemps, mais aujourd'hui, ça laisse beaucoup à désirer. Donc, ce qui montre que finalement, pour surmonter ces difficultés, il faut faire attention aussi au potentiel de danger, de sécurité nationale, de danger, de guerre même dans le monde, pour que l'humanité soit ramenée un peu aux raisons.
et d'assurer un développement durable pour toute l'humanité. Car lorsque les facteurs de géopolitique priment sur les objectifs de développement durable, surtout sur la gouvernance mondiale, en fait, l'humanité est en face d'une crise pas très lointaine. Voilà. Alex Wang, le durable, vous y pensez aussi également, et ça peut passer par l'intelligence artificielle. Tout à fait, ça devrait passer par l'intelligence artificielle. C'est un domaine qu'on ne doit pas négliger ou oublier. Je suis en même temps que directeur général de Noosphère culture et technologie. Donc, je suis président d'honneur d'une association TESFEC, donc écologique. Notre but, c'est d'introduire justement la durabilité au sein de la ville. Donc, en ce moment, notre présidente, Wang Lingjie, a réussi à mobiliser beaucoup de monde et pour lancer un projet avec la ville de Nanterre pour construire un oasis de Nanterre. Donc, je pense qu'avec ce genre d'efforts, ce sont des efforts, petits efforts, mais je pense qu'avec ce type d'efforts partout, on verra ce genre d'oasis sortent comme des petites pousses bambou après une averse heureuse. Voilà, se développer davantage pour intégrer tout le monde dans l'effort avec l'IA, bien entendu. Stéphane Bobo, il peut y avoir aussi beaucoup de défiance vis-à-vis de la Chine. Il y a beaucoup d'images perçues comme ça. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques éventuelles qui y a encore dans notre société? On peut comprendre qu'il peut y avoir de l'inquiétude. C'est souvent lié à une méconnaissance et on en parlait. C'est important de créer la confiance, de s'ouvrir en fait à ces partenariats technologiques, comme nous on a pu le faire depuis un certain nombre d'années avec des grands groupes comme Huawei par exemple. On parlait des énergies renouvelables. On accompagne Huawei sur ces technologies solaires, ils sont devenus un leader mondial dans le secteur, à démocratiser ces technologies, en faire bénéficier aujourd'hui nos acteurs français. Donc on accompagne Huawei sur ce marché-là, tout comme on l'a fait pour DJI sur les drones, qui est devenu un leader mondial aujourd'hui. Tout à fait. Et donc on est aussi le master distributeur de DJI sur le marché français, et on voit que ça rentre dans plein de secteurs d'activité, qui a un souci aussi de respecter l'ensemble des réglementations françaises et européennes. Donc, ils sont très attachés à ces niveaux de certification. Et donc, il faut s'ouvrir avec les précautions, bien sûr, d'usage. On parle beaucoup de souveraineté technologique. Et donc, mais nos partenaires sont aujourd'hui prêts à ça, prêts à la coopération. Jiaying, pour terminer, il nous reste une petite minute. La modernité, ça passe aussi par plus d'inclusivité dans le monde, finalement. En fait, je trouve que ce qui est très intéressant à apparaître dans notre ère, c'est cette d'inclusivité que vous avez parlé. Par exemple, tout à l'heure, M. Bobo a mentionné, voilà, c'est les gens qui sont de différentes nationalités, qui travaillent ensemble. En plus, par exemple, l'Afrique peut obtenir les technologies les plus récentes immédiatement. Je sais que, par exemple, sur le Vivatech de cette année, on a déjà un stand nigérien, si je ne me trompe pas. Et aussi, je connais aussi des entreprises françaises qui travaillent en même temps que les entreprises chinoises sur un certain projet, et ils mettent ce projet-là sur open source. Ça, c'est vraiment des modes de coopération qui dépassent les frontières, qui est initié par la Chine et l'Europe, mais en fait qui inclut tout le monde. Et cela conduit à mon point. Le dernier point, c'est qu'on va voir avec le temps l'émergence d'une génération que je qualifie open source, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de barrière de langue, qui n'ont pas de barrières idéologiques, mais ils travaillent dans le même objectif d'innover et d'entreprendre. Voilà. Je pense qu'il y a certainement beaucoup de défis à relever, et la Chine et l'Europe ont tout leur intérêt de travailler ensemble pour mieux orienter surtout les développements technologiques pour le bien-être de la population, pour plus de l'humanisme dans la technologie. Mais on a, voilà, il y a des défis et on a beaucoup de raisons à espérer un monde meilleur aussi. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale et je vous remercie d'avoir suivi cette émission. À la prochaine.